On peut visiter l'intégralité de la planète via des photos satellites grâce à l'incroyable plateforme Google Earth. Alors je sais qu'on est habitué à ce service, ça fait longtemps que ça existe, mais avouez quand même que c'est fou. Et quand on prend le temps d'aller chercher les recoins perdus, les endroits inconnus, mystérieux, cachés dans Google Earth, dans Google Maps, c'est assez fascinant et je vous jure qu'on fait d'incroyables découvertes. Alors vous l'avez deviné, c'est un nouveau numéro des lieux étranges cachés dans Google Maps. On est parti pour le 9e épisode et aujourd'hui je vous ai concocté une petite sélection essentiellement basée sur les Easter eggs. Alors qu'est-ce que c'est un Easter egg déjà de base? C'est un terme anglo-saxon qui veut dire littéralement œuf de Pâques. Mais dans l'idée c'est un truc caché, c'est une surprise dissimulée et réservée à ceux qui sauront la trouver, aux initiés. Et quand vous la trouvez, vous trouvez quelque chose de vraiment bizarre, de décalé, de surprenant. Et dans Google Maps, dans Google Earth, on retrouve énormément d'Easter eggs qui vont, qui viennent, il y en a qui apparaissent, il y en a qui disparaissent. Là pour le coup j'en ai trouvé quelques-uns de vraiment sympas. On va découvrir tout ça ensemble les amis. Alors voici la Terre qui nous attend. On va la visiter, on va parcourir le monde, vous allez voir, on va traverser quasiment tous les continents. Pour débuter cette sélection, nous allons nous rendre en Angleterre, dans un quartier de Londres, où il y a une police box. Alors c'est tombé un petit peu en désuétude, mais en Angleterre, il y avait des cabines téléphoniques uniquement destinées à contacter la police. Donc des police box. Il en reste très peu aujourd'hui. Ils les préservent un petit peu comme quelque chose qui fait partie du patrimoine, un petit peu comme leur cabine téléphonique traditionnelle. Alors il y en a une au milieu de cette rue, c'est la Earls Court Police Box. On va se mettre au ras du sol parce que vous savez que Google Earth comporte cet incroyable service qui permet d'aller au ras du sol avec Google Street View. On va se promener comme un piéton. Alors, voici la rue, voilà les trajets où on peut se rendre, ce sont les lignes bleues. On va se mettre en face de la police box, on va la découvrir. Voilà, nous sommes dans le quartier. Alors, c'est assez animé, hein, si on regarde autour de nous, il y a pas mal de piétons, pas mal de voitures, c'est sympa. Et il y a donc cette police box, voilà, les restes d'un ancien temps où on pouvait contacter la police là-dedans. Alors, a priori, il n'y a rien d'anormal, c'est une boîte bleue, mais si on clique dessus, vous allez voir, il va se passer quelque chose, regardez. Hop, nous passons à l'intérieur. Alors, c'est super surprenant, on a l'impression d'être dans un vaisseau spatial. Avec ses couleurs, ses boutons, ses tableaux de commande. C'est complètement étrange. Moi, ça me fait vraiment penser à la valise d'Harry Potter. Vous cliquez sur le truc et hop, à l'intérieur, en fait, c'est immense. Et c'est un décor de science-fiction. Je sais pas qui a fait ça. Est-ce que c'est la municipalité de Londres qui s'est amusée à faire ce truc? Ou est-ce que c'est un particulier? J'en sais rien. Si on regarde la porte d'entrée à l'envers, on voit bien que c'est la porte de la police box. Donc c'est complètement surprenant et décalé. J'imagine que dans la réalité, il n'y a rien dans cette police box, mais sur Google Earth, sur Google Maps, il y a ben voilà, cet intérieur très très bizarre. Je ne sais pas où ça permet d'aller. Est-ce qu'on peut se rendre quelque part dans une autre dimension, peut-être une autre planète, grâce à cette police box? Ça me fait également passer à Men in Black, vous savez, des lieux comme ça secrets qui permettent de communiquer avec d'autres mondes. C'est tout le propre de ces Easter eggs qu'on va trouver aujourd'hui. Vous allez voir, il y en a plein, c'est fascinant. On va rester en Europe, les amis, et on va rentrer chez nous. On va revenir en France, on va aller à Paris parce qu'il y a des tas de choses incroyables à découvrir à Paris sur Google Earth et notamment les catacombes. Alors c'est un lieu que je connais bien, les catacombes, c'est fascinant. Moi j'ai visité la partie non officielle, en fait la partie un peu interdite, hein, même si beaucoup d'explorateurs s'y aventurent, c'est un autre débat. Mais sachez qu'il y a, et vous le savez sûrement d'ailleurs, qu'il y a les catacombes officielles qu'on peut visiter. Alors je sais pas trop quel quartier c'est, hein, mais ce qui est certain c'est que voilà, cette grosse maison que vous avez au premier plan là, au milieu du carrefour, c'est l'entrée officielle des catacombes qu'on peut visiter. Donc vous pouvez venir là, vous prendre un billet et visiter avec un guide. Alors ce qui est génial, c'est qu'il y a un service Street View également dans les catacombes, à l'intérieur, dans ces galeries. Et il y a quelque chose de fascinant, j'ai fait une découverte, vous allez voir, c'est fou. Alors on va déjà se mettre en Street View. Alors oui, il ne faut pas se tromper de point. Vous voyez, chaque petit point bleu est un point de vue sous la terre via Street View. Il est là. On va cliquer dessus, on va directement atterrir dans un tunnel. Voilà, nous y sommes. Alors, vous le voyez, c'est assez surprenant. Pour ceux qui ne connaissent pas les catacombes, c'est un enchevêtrement d'ossements proprement rangés. Alors on va pas refaire l'histoire, mais les catacombes, sachez qu'il s'agissait d'anciennes carrières sous la ville, sous Paris, dans lesquelles on a déversé le trop-plein des cimetières parisiens, essentiellement fin 18e, début 19e. Les cimetières débordaient totalement, on a donc tout mis dans les catacombes et on les a proprement rangés, comme ça on peut visiter. C'est une ambiance un peu spéciale, assez fascinante et à la fois très lugubre. Donc on a ce point de vue super intéressant, donc on voit que c'est bien organisé pour la visite, bien éclairé. On va tourner la caméra et vous allez voir, j'ai fait une découverte assez dingue. Nous sommes dans les catacombes, une nécropole géante, et regardez, en travers du passage, là, il y a un fantôme. Clairement, on voit une silhouette vaporeuse en travers du chemin. Ah, ça m'a vraiment choqué cette image. Et pour tout vous dire, j'ai découvert tout seul, en furetant sur Google Earth, j'ai découvert ça.
C'est étonnant que ça n'ait pas été répertorié plus souvent. Je connais personne qui en ait parlé jusque là. Alors honnêtement je pense que c'est un problème lié à la photo, parce qu'on voit une silhouette derrière, on voit des gens, et je pense que c'est quelqu'un qui a bougé. Ça doit être un appareil qui utilise une longue pause, quelqu'un a bougé ou alors a soulevé de la poussière, ou il s'est passé quelque chose. Je pense que c'est totalement explicable, mais quand même on a ce qui semble être une silhouette en travers du chemin, là au milieu de ces ossements, et c'est assez fascinant. Moi j'avoue que si j'avais fait ce genre de photo, sincèrement ça m'aurait pas mal inquiété, ça m'aurait pas mal intrigué. Les amis, il y a, dit-on, des fantômes, hein, c'est hanté les catacombes d'après ce qu'on dit. On a peut-être la preuve là, directement sur Google Earth. Pas besoin d'y aller enquêter les amis, il suffit d'aller se balader sur Street View dans Google Earth et on a la réponse. Les catacombes sont hantées, il y a des fantômes, on les voit, c'est évident. Bon, on va sortir des catacombes, on revient dans Paris, et ce coup-là, on va aller un petit peu plus loin dans un autre quartier. Il y a quelque chose de super intéressant. Voilà, c'est ici, vous allez voir, vous allez comprendre, il y a un avion, oui, un avion dans la cour d'un immeuble. Alors que fait-il là? Comment est-il venu? C'est très bizarre. Alors, il faut que j'explique l'histoire. J'ai découvert cette histoire d'avion via un compte Instagram qui s'appelle Les Toits de Paris. Donc c'est un type qui se balade sur les toits de Paris, qui fait des découvertes comme ça, qui explore. Et il a découvert, comme moi aujourd'hui, là, en observant Google Earth, Google Maps, qu'il y avait cet avion dans cette cour. Alors qu'est-ce qu'il a fait? C'est son job, hein. Il aime ça lui, il est monté sur les toits, il s'y est rendu et il s'est aperçu qu'il n'y était pas. Alors il a mené une petite enquête et il s'est aperçu en fait que l'avion avait été exposé au Grand Palais en 2021, donc ça correspond à la période où il s'est rendu la première fois, pour une exposition d'art contemporain éphémère, ça s'appelle le Grand Palais éphémère. Et cet avion en fait est une création artistique de l'artiste allemand qui s'appelle Hansen Kieffer, et ça s'appelle Pavot et Mémoire, aucun lien avec l'aviation, c'est étrange. Et c'est un avion conçu apparemment de plomb et de fleurs de pavot séchées. Ne me demandez pas quelle était l'intention de l'artiste, des fois c'est difficile à comprendre. Toujours est-il que l'Instagrammeur de Toits de Paris s'est rendu à nouveau sur place quelques mois après, et là l'avion était de retour après l'exposition. Le vrai mystère, c'est comment ont-ils fait pour le faire rentrer. À mon avis, il doit pouvoir se démonter, mais il a pu résoudre comme ça l'énigme, et c'est assez fascinant comme truc. Déjà, le fait qu'il y ait un avion dans une cour d'immeuble, sa nature même, hein, en plomb, avec des fleurs de pavot, le fait qu'il ne soit plus là, qu'il revienne. Voilà, j'ai trouvé génial, ce petit short sur Instagram m'avait fasciné, je tenais à vous en parler. La photo est toujours visible sur Google Maps, je ne sais pas si l'avion y est encore, mais ce genre de petite histoire, les genres de petits mystères de Google Maps qui me fascinent littéralement. On reste en Europe les amis, mais ce coup-ci nous partons en Espagne et je vais enlever le Google Street View. Voilà. Nous allons au milieu de l'Espagne, dans une zone semi-désertique et un endroit vraiment fascinant. Regardez, ici nous avons au milieu du paysage un rond de pierre et autour des cercles concentriques dont on ne sait pas trop quoi, des sortes de petits points. Les amis, vous avez sous les yeux un cimetière géant, un cimetière abandonné, et ce qui est incroyable, c'est que c'est un faux cimetière. Ce n'est pas un vrai cimetière, il s'agit du cimetière de Sad Hill, qui a servi pour le tournage du Bon, la Brute et le Truand en 1966. Alors vite fait pour se remettre dans le contexte, dans les années 60-70, il y a eu la mode des western spaghetti, dont beaucoup ont été tournés par Sergio Leone, le célèbre réalisateur italien, et il prenait souvent pour décor le centre de l'Espagne pour sa similitude avec le Grand Ouest américain, et notamment pour le tournage donc du Bon, la Brute et le Truand, il a demandé à ce qu'on puisse réaliser un faux cimetière géant. Alors à l'époque ça a été réalisé par l'armée espagnole, donc on le voit très bien dans le film, hein, c'est assez spectaculaire, c'est vraiment pas un décor 3D ni rien, on pouvait pas faire ça à l'époque, c'est vrai, ça existe réellement. Aujourd'hui on s'emmerderait pas, hein. Façon de parler, on ferait ça par ordinateur, on créerait des images par CGI. Le cimetière a réellement existé, et ce qui est fou, c'est qu'il a été abandonné, donc de 1966 à 2014, l'endroit a été complètement oublié, et ce sont des passionnés, des cinéphiles qui ont réhabilité le lieu, il y a une dizaine d'années donc. Ils ont créé une cagnotte, parce que ça a coûté beaucoup d'argent, il a fallu rassembler pas mal de peintures, de bois, et surtout beaucoup de temps pour remettre en ordre ce cimetière, et réhabiliter les 4500 tombes. Oui, 4500 tombes, c'est quand même énorme. Et aujourd'hui, vous pouvez le visiter, vous pouvez vous balader, l'endroit est très spécial, hein. Personne n'est enterré là, hein. C'est un faux cimetière, mais ce décor est assez fascinant. Je vous avoue que si je me rends en Espagne dans ce coin, j'irai sûrement faire un tour et peut-être ramener une vidéo. Pour le coup, ça ne servira à rien de sortir un K2 parce que voilà, personne n'est enterré. Mais il y a une âme, il y a quelque chose, et surtout, bon, c'est un petit peu de nostalgie cinématographique qui flotte dans l'endroit. Nous quittons l'Espagne, nous partons en Afrique, au Mozambique exactement, donc dans le sud-ouest de l'Afrique. Et là, il y a une montagne très particulière, le mont Liko, Mount Liko en anglais. Regardez cette montagne, elle est très très spéciale. Il s'agit en fait d'un ancien volcan dont il ne reste que le piton, comme ça, assez vertical. Ce qui est fou, c'est qu'il est constitué de parois rocheuses de 700 mètres de haut en granit, quasiment insurmontable, infranchissable, et en haut, il y a une forêt
totalement oublié. Alors, faut que je raconte l'histoire en entier. Ce lieu a une histoire récente assez fascinante. En fait, ce sont des scientifiques qui ont découvert, comme moi aujourd'hui, là aussi, sur Google Earth, cette forêt. En furetant comme ça sur les cartes satellites, ils se sont aperçus qu'il y avait cette montagne, qui était connue bien sûr, mais on n'avait jamais vraiment fait attention à ce qu'il y avait au-dessus, et notamment cette forêt de 30 hectares, quasiment intouchée par l'être humain. Donc ça c'est fou. Et donc ce qui s'est passé, c'est que quelques années après, une expédition a été montée en 2018. Ils se sont rendus sur place. Ça a été compliqué d'escalader le lieu. Hein. C'est pour ça qu'on pensait vraiment que personne n'avait pu monter là-haut. C'est pour ça que c'était super intéressant d'aller voir ce qu'est une forêt totalement intouchée. Ils espéraient également trouver peut-être des végétaux ou des animaux inconnus qui soient isolés là-haut. Et effectivement, arrivés là-haut, ils ont découvert un microcosme très spécial avec tout un tas d'insectes et de petits animaux, des grenouilles, des amphibiens, des papillons, des chenilles, des araignées très spéciales, inconnues jusque-là, qui n'étaient pas présentes dans la région et qui sont complètement endémiques de cette montagne. Donc ça a été un vrai succès. Mais la grosse surprise, c'est qu'on a retrouvé des petits pots en céramique à la source d'un petit ruisseau qui parcourt le haut de la montagne dans la forêt. Et visiblement, quelqu'un était monté, avait pris la peine de monter il y a des siècles de ça. Peut-être que celui ou ceux qui étaient montés là-haut voulaient adorer une sorte de divinité, probablement. C'est ce qu'ont pensé les scientifiques immédiatement. L'homme est passé là-haut, mais il n'y est pas resté longtemps, et l'endroit est complètement préservé, un endroit complètement isolé. C'est la magie de Google Earth, les amis, c'est vraiment des fables modernes, contemporaines, comme ça, qui nous permettent de redécouvrir notre monde, de l'explorer. Et vous pouvez le faire, hein, tout comme ce scientifique, vous pouvez peut-être vous-même découvrir des endroits inexplorés à la surface de la planète. C'est génial. On quitte l'Afrique, on part en Chine, on change de continent, on part en Asie. On va exactement dans le Sichuan, dans le nord-ouest de la Chine, au milieu de nulle part, à 1000 km de la mer. Et regardez là, qu'est-ce qu'on a au premier plan, c'est incroyable. La coque d'un navire inachevé, tout rouillé. Et c'est incroyable parce qu'il s'agit de la coque du Titanic. C'est fou les amis, mais il y a eu un projet dans cette région de créer une copie de Titanic qui faisait partie d'un projet de parc qui devait s'appeler le Titanic Land. C'est incroyable, j'ai appris ça récemment. Alors il y a toute une histoire, il s'agit d'une société chinoise qui a eu l'idée de créer dans cet endroit, c'est vrai improbable hein, de créer un parc inspiré du Titanic au beau milieu de la Chine à 1000 km de la côte. C'est un petit peu improbable et risqué, vous allez voir d'ailleurs que c'était risqué et ça a pas loupé. Donc ils ont commencé à le bâtir au milieu des années 2010, donc en 2015 ou 16, ça devait ouvrir en 2017 théoriquement, seulement le Covid est passé par là, ça a été retardé, on a parlé de 2021 et depuis tout a capoté, le site internet a fermé, tout est abandonné, tout est laissé en l'état, la société a disparu, donc le parc ne se fera probablement jamais. Mais ce qui est incroyable, c'est que le bateau était quand même pas mal avancé, ça devait être la réplique exacte du Titanic, à l'intérieur comme à l'extérieur, il tablait sur des millions de visiteurs par an. Du coup, le pari a été complètement loupé, la faute au Covid probablement, et aussi au fait que c'est quand même risqué de faire ça au milieu des terres. Aujourd'hui, il reste cette coque rouillée, je ne sais pas si on peut y accéder, mais c'est quand même incroyable d'imaginer qu'une nouvelle fois, une nouvelle histoire liée au Titanic a capoté. Il y a vraiment une malédiction, mis à part le film lui-même qui a été un vrai succès. Tous les projets de reconstruction du Titanic, il y en a eu au moins 6 je crois, j'ai fait mes recherches, ont à chaque fois échoué. Personne n'a pu concevoir un Titanic 2. C'est une vraie malédiction, donc c'est là au milieu de nulle part, c'est ubuesque je le sais, mais il y a un demi-Titanic abandonné au milieu de la Chine. Ça doit être fascinant à explorer, même s'il ne doit pas y avoir grand chose à part de la tôle rouillée. Mais cette histoire là aussi est incroyable. Il n'y a que sur Google Earth qu'on peut faire ce genre de découverte les amis. On quitte la Chine mais on va pas très loin, on va au Japon. Et là, il y a un truc vraiment bizarre, un easter egg là aussi, complètement fou. Alors, nous sommes au milieu de nulle part, au milieu du Japon. Alors, on va dézoomer pour comprendre. On est à une centaine de kilomètres de Tokyo, la bouillonnante capitale japonaise qui est ici, vous voyez là, c'est cette zone au milieu là. Très densément peuplée, très urbanisée. Et là, il n'y a rien. Il y a cette zone avec, je ne sais pas si c'est une rizière ou si c'est une friche, quelque chose, je ne sais pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Mais regardez, si on clique sur Street View, il y a des petits points qui s'affichent. Alors de quoi s'agit-il? C'est très surprenant. Qu'y a-t-il de si intéressant dans cet endroit? Pourquoi y a-t-il ces petits points? On va s'y rendre, on va regarder, on va cliquer sur un point pour voir. Et attention, préparez-vous. On file vers le sol et là, surprise les amis, nous sommes en face d'un Pokédex en 3 dimensions. C'est-à-dire un alignement de Pokémon. Je suis certain qu'il y a des fans des Pokémon parmi vous. J'en fais partie, j'ai beaucoup joué à Pokémon Go. Et j'avoue que le lieu est fou. Qui a fait ça? C'est incroyable. Il y a une cinquantaine de Pokémon alignés. Alors il y a toutes les variétés, tous les types, tous les genres de Pokémon. Des Bulbizarre, des Pikachu et autres. Alors ce qui est fou, c'est qu'on peut se balader, on peut avancer. Voilà, on peut avancer et longer l'alignement de Pokémon qui sont alignés là. Alors je vais pas aller jusqu'au bout, hein, mais on a à chaque fois, vous le voyez, la taille du Pokémon, son nom en anglais bien sûr. Mais c'est incroyable. Qui a fait ça? Pourquoi? C'est fou.
Et c'est encore là sur Google Earth, sur Google Maps, c'est visitable, enfin visitable virtuellement. Profitez-en les amis, parce que ce genre d'endroit, si vous voulez allez les voir parce que Google, j'ai l'impression, fait du ménage régulièrement. Je me suis aperçu qu'il y a des tas d'easter eggs qui ont disparu, mais celui-là est toujours actif et c'est assez fascinant. Je pense que c'est un geek qui a fait ça, mais j'adore, c'est trop cool. Nous allons quitter le Japon, nous traversons le Pacifique pour rejoindre la côte ouest américaine au large de Malibu, où il y a quelque chose qui a fait beaucoup parler récemment et qui m'intrigue beaucoup à moi aussi les amis. Vous voyez cette zone là, alors nous sommes au large de Malibu, à une dizaine de kilomètres. Il y a un point qui s'appelle le Malibu USO. Alors USO, c'est un acronyme anglais qui veut dire littéralement objet submergé non identifié. Il y a peut-être le graal de l'ufologie les amis, du moins c'est ce que certains ufologues américains pensent. Là au fond de la mer, il y a un truc complètement fou. Ce qui est dingue, c'est que moi quand j'y vais, vous voyez là c'est en ce moment sur Google Earth, c'est masqué, c'est flouté. Et ce floutage est récent, c'est un vrai mystère. Pourquoi a-t-on flouté cette zone? Alors il a fallu que j'aille chercher des vidéos sur YouTube qui parlent de cet endroit, parce qu'il y a une forme très étrange, une anomalie, vraiment bizarre. C'est assez étrange, on a une sorte de sommet plat et rond. Alors il faut dire que le truc fait quand même 5 km de diamètre, hein. C'est très long, c'est à 600 mètres de fond, donc c'est quand même quelque chose d'ampleur, c'est un bâtiment ou une structure assez imposante. Mais ce qu'on voit dessous, ce qui est vraiment intriguant, c'est qu'il y a des sortes de colonnes ou de piliers qui semblent révéler l'entrée sombre d'une cavité ou d'une grotte. Ça a beaucoup intrigué les passionnés d'ufologie, de mystère aux États-Unis. On en a beaucoup parlé. Certains pensent, comme je vous disais, que c'est le Graal de l'ufologie, qu'il s'agit peut-être d'une base extraterrestre abandonnée, désaffectée. Alors, ne nous emballons pas, la version officielle, d'après les autorités et les scientifiques, il s'agirait probablement d'une concrétion géologique naturelle qui s'est effondrée d'une drôle de manière et qui a formé ces espèces de colonnes, de piliers, qui sont assez irréguliers d'ailleurs. Mais c'est très intriguant, et ce qui rajoute beaucoup à l'intrigue, au mystère, c'est ce floutage sur Google Earth qui est récent. Pourquoi a-t-on masqué cette zone, les amis ? Je ne suis pas particulièrement complotiste, je ne pense pas qu'on nous cache des choses et autres, mais il faut avouer que c'est surprenant. On a beaucoup parlé de ce lieu, et là, comme par hasard, on ne peut plus le voir. C'est bizarre, je sais pas. J'adore ce genre d'histoire là aussi, les amis. Sur Google Earth, on se régale quand on est passionné de mystère. On reste aux États-Unis, non loin de là, on va dans le désert du Nevada. Alors il y a quelque chose de vraiment surprenant. On y va tout droit, voilà, on fonce, une zone désertique aride, et regardez, il y a un triangle avec des cercles concentriques. J'ai pas trouvé d'explication valable pour cette structure, ce géoglyphe, comme on dit, cette espèce de grands dessins tracés dans le désert. On en a évidemment, vous savez, à Nazca en Amérique du Sud et en Australie aussi. Il y en a beaucoup aux États-Unis aussi, dans les zones désertiques comme ça. Mais bien souvent, il y a une explication tout à fait logique. Et je pense que l'explication, il faut aller la chercher du côté de ce qu'il y a un peu plus loin. Voilà, c'est ici. Il y a une cible géante à quelques kilomètres. Giant Target, qui veut dire cible géante. Alors l'explication, il est toute simple. Ces cibles, il y en a beaucoup aux États-Unis. Il s'agit de cibles d'étalonnage pour les photos aériennes qui ont été réalisées dans les années 50-60, avant l'avènement des photos satellites. On cartographiait beaucoup la planète et le pays, notamment aux États-Unis, via les photos aériennes. Et pour étalonner, pour se retrouver un petit peu au niveau de l'échelle, ils avaient réalisé dans le paysage beaucoup de repères, comme celui-ci. Donc on a une cible géante qui doit faire, je sais pas, 200-300 mètres de diamètre à peu près, c'est assez grand, et je pense que le fameux triangle fait partie du même projet, du même système. Je vois pas d'autre explication. Si on regarde un petit peu plus loin, il y a d'autres structures, et j'ai découvert qu'il y avait ici quelque chose de bizarre, comme des niches. Je me demande si c'est pas un centre d'essai ou de tir pour l'armée américaine. Bref, je pense que c'est une zone militaire. Faut pas chercher trop loin, à mon avis, ce sont des affaires de militaires, des petits secrets cachés des années 50-60. Il y en avait beaucoup à l'époque durant la guerre froide. On est en plein dedans, les amis. À mon avis, ce triangle est tout simplement militaire. Ce n'est pas un message pour les extraterrestres, à mon avis. On reste aux États-Unis. On va aller un peu plus à l'est. On va aller en Virginie occidentale, à la limite de l'Ohio. Il y a un truc vraiment cool. Alors, nous sommes dans une zone rurale, une petite ville qui s'appelle, je sais plus, Allendale. Voilà. On a le fleuve Ohio sur la gauche. C'est une zone résidentielle, très bucolique, américaine, hein, vous allez voir, avec, je crois que c'est l'automne, d'ailleurs les couleurs sont très belles sur la photo. On va aller en Google Street View, on va aller au sol, on va aller au milieu de la rue, ici. Voilà, on va au sol. Voilà, petite banlieue américaine, résidentielle, toute jolie, les pelouses sont bien tondues. Voilà, et alors ce qui est surprenant, on la voit d'ici, c'est fou quand même cette histoire. Regardez, on va s'avancer, je suis allé un petit peu loin. Regardez sur la droite, là, au milieu, dans les friches, là, au bord de la route, sur le bas-côté, il y a une DeLorean, les amis. La DeLorean de Marty McFly et le Doc de Retour vers le futur.
Back to the Future, les amis, on y est en plein. Alors, sont-ils passés par là? Ont-ils abandonné leur voiture là? Je ne sais pas. Mais ce qui est fou, attendez, on va s'avancer un peu plus. Voilà. Ce qui est fou, c'est que cette voiture, c'est vraiment très rare aujourd'hui. Ça a été conçu en série limitée. C'est complètement mythique. Et celle-là, elle prend la rouille. Alors, elle prend pas la rouille parce que c'est des voitures qui ont été conçues en inox. Mais regardez les pneus, c'est crevé, il y a de la végétation dedans. Ici, la fenêtre est ouverte, ça doit être moisi. Les animaux doivent nicher. Mais quel dommage de laisser... D'ailleurs, on voit des griffures de chats qui doivent rentrer à l'intérieur. Pourquoi cette DeLorean est-elle abandonnée là? Je ne vois qu'une explication. Marty et le Doc sont venus. Ils l'ont laissé, ils ont eu un problème, et du fait du passage du temps, eux ils sont partis que quelques minutes, mais ça fait peut-être des années que leur DeLorean attend là sur le bas-côté. Je ne vois que cette explication, les amis. Non, en vrai, je pense que c'est quelqu'un qui l'a laissé là, mais c'est complètement con parce que ça vaut une fortune. Je ne sais pas du tout qui a eu l'idée de laisser cette DeLorean au bord de la route. Allez, on quitte la campagne rurale américaine, on va aller en zone un peu plus urbaine, on va se rendre à New York. Alors pas à Manhattan exactement, on va aller du côté de Brooklyn. Ici, voilà, où il y a cet entrepôt. Alors, on va dézoomer quand même pour que vous puissiez vous rendre compte. On va se mettre orienté nord. Je sais pas pourquoi, des fois, ça se tourne. Voilà. Voilà, Manhattan, au milieu, sur la gauche. Et là, donc, on a ce quartier industriel avec d'anciennes docks. Et il y a donc ce grand hangar. Et là, il y a quelque chose de super étrange. On va se mettre en street view, là aussi. On va aller au ras du sol. Ici. Et vous allez voir, je sais pas qui a fait ça, mais c'est fou. Voilà, alors, c'est une rue industrielle, et regardez, nous avons là au premier plan une combinaison un petit peu en lévitation, mais regardez, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de main, c'est bizarre. Alors ce qui est fou, c'est que si on avance, le truc avance et nous fait des figures bizarres. On dirait qu'un homme invisible, oui les amis, il faut qu'on le dise carrément, mettons-y les mots, un homme invisible est en train de fuir la voiture de Google Earth, est en train de rouler par terre, de paniquer littéralement. J'adore, c'est génial. Voilà, on voit le type, l'homme invisible, encore en train de fuir. Et au fil du temps et au fil de l'avancée, on le voit bouger. Regardez-moi cette image, c'est incroyable. Alors, je vois pas trop le subterfuge, à mon avis, il y a un support, quelque chose. Parce que l'éclairage, tout est bon, quoi. On dirait vraiment que la photo est vraiment prise sur le moment. Et regardez ça, c'est fou. Il y a rien, il n'y a pas de support. Je comprends pas. Je comprends pas, et surtout, qui a fait ça? Peut-être un artiste. Et ce qui est fou, c'est que Google Earth, enfin Google le laisse, quoi. Et c'est fascinant. C'est un genre d'easter egg complètement fou, qui n'a pas de sens, à part peut-être une œuvre artistique, une démarche artistique, je sais pas. En tout cas, ça laisse pas indifférent, j'adore. Peut-être qu'il y avait un réel homme invisible qui s'échappait d'un entrepôt par là, qui sait. En tout cas, c'était complètement fascinant. On va quitter cet homme invisible, les amis. On va revenir... dans le ciel au-dessus de New York, et on va rejoindre le dernier lieu, le dernier site à observer depuis Google Earth. On part complètement au sud, mais carrément. On va direction l'Antarctique, à l'extrême sud de la planète, dans une zone vraiment spéciale où il n'y a rien du tout. Nous sommes sur l'île de Ross. C'est une petite île prise dans les glaces. Alors on a trop zoomé là, il faut que je vous dézoome pour que vous puissiez vous rendre compte du contexte. La petite île, elle est là, voilà. On la discerne à peine, elle est prise dans les glaces, prise dans la banquise. Et sur cette petite île, là, sur cette petite pointe, il y a une cabane, les amis. Une petite cabane qui ne paie pas de mine. Et pourtant, c'est un vrai trésor d'histoire. C'est génial. Cette cabane, c'est la cabane du capitaine Scott. Alors le capitaine Scott, c'était un des premiers explorateurs de l'Antarctique, un des premiers à avoir atteint le pôle sud au début du XXe siècle. Il était britannique, il était passionné d'exploration. D'ailleurs, il est mort tragiquement lors de sa deuxième expédition. Il s'est rendu une première fois en 1903, je crois, et puis il y a eu une deuxième expédition, donc dans les années 1910, de 1910 à 1912. Et c'est lors de cette deuxième expédition, avec ces hommes, il est arrivé en bateau, qu'ils ont débarqué et construit cette cabane. Alors il faut savoir qu'elle a été préfabriquée en Angleterre, et tout a été amené sur place, parce qu'il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien, on ne peut pas bâtir avec ce qu'il y a en Antarctique. Il y a de la pierre, bien sûr, mais le bois, il n'y en a pas. On va aller au sol pour que vous puissiez vous rendre compte, parce qu'il y a évidemment un street view en Antarctique dans cette cabane. C'est hallucinant. Mais je vais vous raconter l'histoire, vous allez voir, parce que c'est fascinant. Alors, on va au sol. Vous allez voir l'endroit, c'est fou. Alors déjà, voilà l'entrée. Alors, cette cabane a été rénovée, bien sûr. Hein. Tout n'est pas complètement d'époque, du moins à l'extérieur. Alors, c'est assez incroyable, regardez un peu l'environnement. Il n'y a absolument rien du tout. Que de la glace, un peu de roche. On aperçoit quelques éléments ici ou là, parce que bon, il y avait pas mal de gens qui sont passés quand même dans l'endroit.
mais c'est complètement désolé et loin de tout, de toute civilisation. Alors il faut savoir que le capitaine Scott a débarqué là en 1911, a construit cette cabane. Il est décédé en 1912 après avoir atteint le pôle sud. Ils ont été pris par un froid trop intense, ils étaient mal équipés, ils n'avaient pas assez de vivres et ils sont morts beaucoup plus loin sur le continent. Mais la cabane a donc été abandonnée complètement et a été redécouverte en 1956 par une équipe de passionnés qui l'a réhabilitée, qui l'a déjà sortie de la glace parce qu'elle était complètement prise dans une gangue de glace et de neige. Et ils ont redécouvert une cabane totalement préservée. Parce qu'il faut savoir qu'avec le froid qui fait sur place et le climat très sec, les objets ne bougent pas, l'alimentation, tout. Vous allez voir, c'est assez incroyable parce qu'on peut rentrer dans la cabane. Alors, on va commencer par rentrer déjà ici. L'entrée, voilà, on voit une petite plaque commémorative. Hein. Alors, on y lit là-dessus en anglais qu'il s'agit donc de la hutte du capitaine Scott, construite en 1911. Et vous allez voir, tout est préservé. Il faut que vous sachiez que ceux qui sont venus à l'intérieur, qui l'ont visité, parlent d'une odeur très rance de viande de phoque. Les hommes du capitaine Scott se nourrissaient de phoques essentiellement à l'époque. Il y avait peu de nourriture sur place. Donc, c'est très dense. Et moi, je vois l'ambiance, je le ressens. Vous allez voir, on va rentrer. Hop! Regardez-moi cette ambiance, c'est complètement fou. C'est une capsule temporelle, rien n'a bougé depuis les années 1910. On va rentrer encore, on peut tout visiter. C'est fou, regardez, il y a tous les ustensiles, le poêle qui servait à se chauffer, les vivres, les bouteilles. On a des tas de meubles et des caisses de vivres ici, regardez, on a Coleman's Flour, c'est de la farine, de la moutarde. Ils avaient tout amené par bateau pour pouvoir vivre ici plusieurs mois. Les expéditions se déroulaient en principe durant l'été austral, mais il pouvait y avoir des grands blizzards même à cette saison-là. On est quand même au pôle, bien sûr. On a ici une table pour se poser. Vous allez voir, on a les couchages à droite à gauche. On est à 360, donc on peut regarder partout. C'est une vraie visite. Regardez, c'est incroyable. On a ici les luges qui devaient être tirées par des chiens de traîneau. Il paraît qu'ils avaient des poneys également. Regardez, on a les couchages ici, là-bas. J'adore cette visite, c'est incroyable, c'est une vraie visite virtuelle, c'est un musée à ciel ouvert, ou pas, enfin sous toit bien sûr, mais vous voyez de quoi je veux parler, c'est un vrai musée, tout est là, rien n'a bougé. On a un petit bureau ici, pareil, des lits avec un petit bureau pour travailler. Ce qui est fou, c'est qu'on a des photos d'époque du capitaine Scott et de ses hommes dans ce lieu. Vous pouvez les voir là et on voit clairement que rien n'a bougé. C'est exactement la même ambiance, le même décor en bois, très rustique, très brut en fait. Hein. C'était vraiment, bon, on est au début du XXe siècle, hein, il n'y avait pas la technique d'aujourd'hui, c'est clair. On continue la visite, on peut continuer par là. On a une sorte d'atelier ici, encore un couchage là. Quelques rares fenêtres qui font rentrer le jour, des rangements un peu partout. Là on a, je pense, un système de chauffage, une sorte de poêle, mais tout est dans son jus, c'est fou. Alors on suit les flèches, on peut même aller dans ce recoin. On a une sorte de pingouin empaillé ici au premier plan, c'est incroyable. Encore un couchage, j'ai dénombré 14 couchages, donc on pouvait vivre à 14 là-dedans. La cabane faisait, je sais plus exactement, une quinzaine de mètres sur 7 mètres je crois. C'était quand même, il y avait de l'espace, mais à 14 on est vite les uns sur les autres. Et c'est pour ça que les hommes s'aménageaient, vous le voyez, des petits recoins comme ça d'intimité. Chacun avait une sorte de sac de couchage en peau de phoque, avec des petites étagères, des petites fioles, je sais pas, peut-être de l'alcool pour tenir le coup par ces grands froids. Le capitaine Scott est mort par des températures de moins 30, moins 40, donc c'était vraiment rude. Voilà, donc tous les objets sont là et tout est resté préservé par les conditions très spéciales de ce lieu, un climat très sec et très froid, rien ne bouge. Alors vous pouvez le visiter hein, si vous allez en Antarctique, on pourra vous débarquer sur ce petit coin et ce petit rocher, et vous pourrez pénétrer dans cette cabane. Cela dit, il est vraiment indiqué de ne rien toucher, de ne rien déplacer, de ne rien emporter, parce qu'il s'agit clairement d'un musée, d'un site d'histoire. Je vous avoue que je me régale à chaque fois à vous concocter cette sélection sur Google Earth. C'est une vraie exploration, certes en virtuel, mais on apprend beaucoup de choses, on découvre beaucoup d'endroits assez fascinants. Donc évidemment, il y aura un épisode 10 déjà dans quelques mois. J'avais aussi fait il y a quelques mois un épisode un peu hors série, les lieux hantés de Google Maps. J'avais adoré faire cette vidéo. Faudra peut-être que je vous refasse ce genre de format aussi, parce que c'est là aussi très intéressant. Bref les amis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. La semaine prochaine, ça ne sera pas Google Maps, Google Earth, ça sera une autre aventure complètement différente, donc restez par là. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Merci à tous d'être toujours plus nombreux au rendez-vous sur la chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine les amigos. Ciao.